En Californie, une femme vit un véritable cauchemar lorsqu'une fête avec des collègues prend une tournure terrifiante. Malgré des dépositions contradictoires, les enquêteurs devront poursuivre leur travail. Un indice les conduira finalement à la vérité. Dans la banlieue de Portland, en Oregon, un enfant de 2 ans est trouvé mort dans son lit. Même si l'on impute sa mort à un accident, une des expertes assignées à l'affaire trouve ce décès suspect. Par des analyses scientifiques, elle obtient des réponses qui autrement n'auraient jamais été connues. Il faut de l'intuition pour enquêter sur un crime. Mais les sciences appliquées, elles, fournissent aux enquêteurs des preuves irréfutables. Quand les criminels font tout pour brouiller les pistes, les détectives doivent être à la hauteur et toujours rester à l'affût. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Long Beach, en Californie, la ville où foisonnent toutes les nouvelles tendances du jour, où l'on trouve les bars les plus à la mode. Parfois, cependant, au-delà des lumières qui scintillent et de la vie trépidante, survient le danger. À 4 heures du matin, lors d'une chaude nuit de juillet en 1999, Patricia White chancelait en sortant d'un appartement. Elle avait les cheveux en bataille et l'air désorienté. Elle portait son costume habituel et un t-shirt qui ne lui appartenait pas. Un homme du nom de Lorenzo Fial tenta de la faire revenir chez lui à son appartement, mais ce fut peine perdue. Elle tentait désespérément d'appeler le service d'urgence. Long Beach Police. Hello? Hello, ma'am? I need help. I don't know where I am. Lorsqu'elle obtint finalement la communication avec le service de police de Long Beach, elle était si confuse qu'elle fut incapable de dire comment elle s'appelait et où elle se trouvait. La répartitrice demanda à des patrouilleurs de se tenir prêts. Elle garda la femme au bout du fil en espérant qu'elle pourrait identifier certains éléments de l'endroit où elle était et qu'on pourrait ainsi la retrouver. Great. Can you see him? Yeah, they're getting out. They're Okay, getting go out. right talk to him. Hold on. Quand les policiers s'approchèrent d'elle, ils comprirent tout de suite que quelque chose ne tournait pas rond. Talk to you for a minute? Elle semblait effrayée et désorientée. What happened? You okay? Patricia déclara qu'elle s'était réveillée dans un appartement qu'elle ne connaissait pas, entièrement nu. La dernière chose dont elle se souvenait, c'était d'avoir quitté un restaurant la veille au soir. Elle ignorait comment elle s'était retrouvée dans cet endroit inconnu. I thought it was water and it was really salty. Les policiers croyaient que la jeune femme était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue. Do you live here? No. Okay. Have you been drinking anything? Patricia déclara qu'elle n'avait pris que 2 consommations environ 6 heures plus tôt. Just a couple of small drinks. Lorenzo Fial descendit pour parler aux policiers. I don't Do you know. know him? Par mesure de précaution, ils vérifièrent si celui-ci était armé. Ce n'était pas le cas. Fial leur dit que Patricia était sa petite amie et qu'ils étaient sortis ensemble la soirée précédente. You guys out drinking tonight, having a good time? Yeah. Il ajouta qu'elle était ivre et qu'il l'avait ramenée chez lui où elle s'était endormie comme une masse dans son lit. D'après lui, il n'avait pas eu de relation sexuelle cette nuit-là. Who's he? Patricia déclara à la police que Fial et elle travaillaient ensemble. De fait, c'était son patron. Okay. Did you guys have sex or did he rape you? I don't. Elle était toutefois trop confuse pour fournir d'autres explications. Police car. Les policiers, inquiets de son état et de ses pertes de mémoire, décidèrent de la conduire au poste pour mesurer son taux d'alcoolémie. And how long you live here? Almost 4 years. And you En raison de ses déclarations contradictoires et du fait que Patricia avait déclaré ne rien se souvenir de la nuit, sinon qu'elle s'était réveillée nue dans un lit qui n'était pas le sien, les policiers demandèrent à Fial de les accompagner au poste. Celui-ci devrait y faire une déposition en bonne et due forme et fournir un échantillon de son sang. Il coopéra sans opposer de résistance.
Après qu'on lui eut fait passer l'alcotest, Patricia fut conduite à l'hôpital. Le taux d'alcool dans son sang était de 0,01, soit 8 fois sous la limite légale. Bien qu'elle n'ait aucun souvenir d'avoir eu des rapports sexuels, les policiers étaient méfiants compte tenu des circonstances. On conduisit la femme à une salle d'examen pour procéder à d'autres analyses. Un des policiers dépêchés sur les lieux fit un rapport détaillé au détective Catherine Kriskovic, membre de l'escouade des crimes sexuels. Kriskovic devint de plus en plus méfiante en apprenant que Patricia se rappelait qu'on lui avait offert une boisson déjà ouverte. Elle aurait bu quelque chose de salé alors qu'elle avait demandé de l'eau. Ensuite, elle aurait craché ce liquide et redemandé de l'eau. Elle aurait alors bu à même une bouteille et c'était encore ce liquide salé que, cette fois-ci, elle aurait avalé. Elle s'est ensuite réveillée complètement nue dans un lit. Selon mon entraînement et mon expérience, on pouvait lui avoir administré du GHB. Le GHB ou gamma-hydroxybutyrate, communément appelé la drogue du viol, est utilisé en Californie depuis les années 80. Le GHB est une substance blanche poudreuse. Quand on le mélange à de l'eau, il se dissout et l'on se rend difficilement compte de sa présence dans un verre. La drogue fait effet en aussi peu de temps qu'une quinzaine de minutes, provoquant un coma chez la victime ou une paralysie temporaire et une amnésie totale pour une période de 4 à 6 heures. À peine 12 heures après son absorption, il est impossible de déceler la présence de GHB dans le système sanguin. Le détective Kriskovic et l'infirmière de l'escouade des crimes sexuels, Melinda Waddell, devaient faire vite. Elles se mirent à la recherche d'autres indices concrets des effets de cette puissante drogue. Au moment où je lui ai parlé, elle était toujours confuse et parfois même un peu désorientée. Elle a été très coopérative et désirait nous aider même si elle était perturbée par ses problèmes de mémoire. D'autant plus qu'elle ne parvenait pas à fournir les informations dont nous avions besoin pour mener cette enquête. Kriskovic pressa Patricia de se rappeler ce qui s'était produit à l'appartement de Fial. I woke up in a room, in a bed, and I didn't have any clothes on. I was naked. Elle s'était réveillée dans un lit qui n'était pas le sien. Fial était là, torse nu. Gênée en constatant qu'elle était nue, elle lui avait demandé de sortir. Il lui avait alors dit de ne pas se fâcher. Quelques minutes plus tôt, avait-il ajouté, elle avait eu une attitude complètement différente. Cela n'avait fait qu'effrayer Patricia encore davantage. Toujours confuse, elle avait trouvé un t-shirt et la tenue qu'elle portait la veille au soir. Elle avait pris ses affaires et était partie. Elle avait alors appelé le service d'urgence. Voici l'infirmière Melinda Waddell. On ne peut pas toujours savoir dans quel état émotionnel se trouve la victime d'une attaque ou d'une crise comme celle-là. Patricia White tremblait. Elle pleurait. Elle était confuse à propos de ce qui lui était arrivé. L'infirmière commença son examen. Elle demanda à Patricia de lui fournir un échantillon d'urine. Ainsi, on saurait s'il y avait du GHB dans son organisme. L'échantillon serait envoyé au labo pour analyse. Elle se prépara ensuite à soumettre la jeune femme à un examen physique complet et lui demanda de se déshabiller. On recueille des indices, même si on n'a encore aucune idée de l'importance qu'auront certains éléments plus tard au cours de l'enquête.
Simultanément, l'infirmière judiciaire doit examiner tout le corps de la victime à la recherche d'égratignures, de blessures, de traces de morsures ou de tout ce qui pourrait se trouver dans ses cheveux et sur ses vêtements. J'étais à la recherche de tout indice qui permettrait de reconstituer les événements. Après l'examen, on utilise un éclairage ultraviolet que l'on projette sur tout le corps de la victime. S'il y a la moindre sécrétion séchée sur son corps ou quelque substance que ce soit, nous pourrons la voir avec cette lumière et la recueillir. C'est ainsi qu'on a obtenu des échantillons sur son corps. Melinda Waddell avait trouvé du sperme séché sur la jeune femme. De plus, des prélèvements dans le vagin et dans l'anus montraient la présence de liquide séminal. L'infirmière pratiqua ensuite un examen gynécologique à l'aide d'un colposcope. Cette loupe binoculaire fixée sur un spéculum est munie d'un appareil photo 35 mm. Elle put ainsi photographier les tissus internes. Dans le cas de Patricia, on a constaté qu'il y avait des éraflures sur le col de son utérus. Normalement, on ne trouve pas de telles blessures à cet endroit. À supposer qu'il n'y ait pas eu de relation sexuelle cette nuit-là, il eût été très difficile de se faire soi-même ces blessures au col utérin. C'était donc un détail très significatif. Au cours d'une relation sexuelle à laquelle consentent les deux partenaires, la plupart des femmes deviendront excitées sexuellement, ce qui évite de blesser le col utérin. Les éraflures au col de l'utérus de Patricia indiquaient plutôt qu'elle n'avait pas participé de son plein gré à une relation sexuelle. D'autres éraflures internes et hémorragies à l'anus indiquaient également qu'elle avait été sodomisée contre son gré. La conclusion que l'on tire quand on remarque de telles éraflures, déchirures ou blessures causées par un objet contondant, c'est que ces blessures ont été causées par l'introduction d'un objet. On ne peut pas préciser ce qui a causé la blessure, mais on est sûr que quelque objet a été introduit et a provoqué cette blessure. On ne peut jamais vraiment affirmer non plus que c'était lors d'une relation forcée, à moins que les blessures ne soient graves, ce qui suppose qu'elles ont alors été très douloureuses. On peut alors supposer que la relation n'était pas voulue, car qui consentirait à se faire ainsi violenter? Après cette série de spéculations, l'infirmière Melinda Waddell conclut que Patricia White avait été violée. Les pires craintes de la jeune femme s'étaient ainsi avérées. Elle était maintenant déterminée à découvrir comment et pourquoi c'était arrivé. Après une longue nuit à se poser moult questions, les enquêteurs de Long Beach avaient au moins trouvé une réponse. Patricia White avait été violée. Elle ne se rappelait qu'une chose, elle s'était réveillée nue dans le lit de son patron, Lorenzo Fial. Comme Patricia ignorait comment elle s'était retrouvée là, le détective Catherine Priskovic était d'avis qu'on lui avait administré du GHB, la drogue du viol. En attendant d'obtenir les résultats des analyses toxicologiques, Priskovic désirait entendre la version des faits de Fial. Un policier se rendit donc chez le concessionnaire d'auto où Fial travaillait comme gérant des ventes. Come have a seat if you like. Can you tell me what happened yesterday with Miss White? L'agent demanda à Fial de lui décrire les événements de la soirée précédente. After we got off work. Right. Just gonna celebrate. We had a lot of food. We had about 15. Celui-ci déclara que ses amis et lui étaient tous allés au restaurant célébrer son anniversaire. Patricia avait garé sa voiture devant la maison d'un ami et s'était rendue au restaurant avec des collègues de travail. Fial déclara que son anniversaire avait été arrosé copieusement. Selon lui, Patricia avait trop bu et elle semblait avoir un peu perdu la tête. Elle lui avait d'ailleurs fait des avances très explicites. She had way
Fial ajouta qu'en la voyant dans cet état d'ébriété, il avait offert de la raccompagner. Cette information correspondait à sa première déposition, mais le reste de sa version des faits était complètement différent. Il reconnut avoir eu une relation sexuelle avec Patricia, mais déclara qu'elle était consentante. De peur de perdre son emploi, Fial avait toujours tenté de garder secrète sa relation avec elle, et c'était pourquoi il avait menti à la police. Selon ses dires, Patricia et lui se fréquentaient depuis quelques mois et ils avaient eu des relations sexuelles à plus d'une occasion. Le détective Chris Kovic contacta plusieurs des personnes ayant assisté à la fête ce soir-là. Tous corroborèrent la version des faits de Fial. Patricia était visiblement ivre et elle lui avait fait des avances très explicites. L'affaire commençait donc à prendre forme. Ce serait la parole de Patricia White contre celle de Lorenzo Fial. Chris Kovic examina alors les antécédents de Fial. Elle découvrit que celui-ci avait été condamné à 3 reprises pour vol, possession de cocaïne et violence conjugale. Cependant, cela ne prouvait rien. Même s'il avait un passé criminel, Fial n'était pas obligatoirement un violeur. Mais de toute évidence, quelqu'un avait menti. Chris Kovic souhaitait que les analyses criminalistiques lui indiqueraient lequel des deux disait la vérité. On envoya les échantillons d'urine de Patricia au bureau du coroner de Los Angeles. L'expert et superviseur Dan Anderson fut assigné à cette analyse. Le détective Chris Kovic m'a contacté directement pour me demander d'analyser cet échantillon d'urine obtenu d'une présumée victime de viol. Comme je travaille pour le bureau du coroner, j'ai plutôt l'habitude d'analyser les échantillons recueillis au cours des autopsies. On analyse rarement les échantillons d'urine ou de sang de sujets vivants ici. Toutefois, nous étions les seuls dans la région, à ce moment-là, à pouvoir procéder à une recherche de GHB. J'ai donc accepté de pratiquer l'analyse pour leur rendre service. Anderson se mit à la recherche de GHB dans 2 échantillons d'urine. L'un d'eux avait été obtenu la nuit même du présumé viol et l'autre quelques jours plus tard. C'était l'échantillon témoin. Celui-ci lui permettrait d'évaluer la teneur normale de GHB dans l'organisme de Patricia. On retrouve le GHB ou gamma-hydroxybutyrate à l'état naturel dans le corps. Mais lors de nos analyses toxicologiques, on n'en voit normalement pas ou alors il est présent à des doses infinitésimales. Mais si quelqu'un a absorbé du GHB, on en retrouvera dans son sang et son urine. L'expert ajouta des produits chimiques aux 2 échantillons afin d'en isoler le GHB. Les échantillons de GHB sont ensuite placés dans un chromatographe en phase gazeuse équipé d'un spectromètre de masse ou CGSM. L'appareil transforme le GHB en gaz, puis il en mesure la quantité. Le taux normal de cette substance dans l'organisme de Patricia se situait à 1 microgramme par millilitre. Pourtant, dans l'échantillon obtenu après la nuit de son présumé viol, il y en avait 424 microgrammes par millilitre. Il y avait donc une quantité anormale de la substance dans son organisme. Le détective Chris Kovic parla de nouveau avec Patricia pour la mettre au courant de la déposition de Fial relativement à leur prétendue relation amoureuse. Patricia fut abasourdie en apprenant que Fial avait déclaré qu'elle et lui se fréquentaient et qu'ils avaient déjà eu des relations sexuelles. Elle déclara qu'elle connaissait Fial depuis près de 7 ans, mais qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel avec lui. Patricia White nous parle de la nuit du viol. Je ne le connaissais pas intimement. Nous avions une relation professionnelle, c'était mon patron. Il faisait partie de la direction et signait mes chèques de paye. C'était comme ça que je le connaissais. De nouveau, sa version des faits était en contradiction avec celle de Fial. C'est moi qui avais le moins bu dans tout le groupe, c'est donc moi qui devais conduire. Je n'avais pris que 2 consommations. I told him, the only way that I would go with him is if I would drive. And once you arrived at the liquor store, what happened?
Et une fois encore, on passa en revue les événements de cette soirée. And came out. Patricia déclara que Fial s'était arrêté pour s'acheter de la vodka. Elle lui demanda alors de lui rapporter une bouteille d'eau. Il m'a donné l'eau, mais elle avait un goût horrible. Je me souviens à peine des 5 minutes suivantes. J'ai complètement perdu la mémoire de ce qui s'est passé ensuite. Patricia avait des souvenirs très vagues. Elle était encore confuse à propos des événements de la nuit en question. Mais elle savait qu'elle avait été violée et qu'on avait trouvé d'importantes quantités de GHB dans son organisme. And even that's fuzzy. I don't remember a lot. Mais comment cette substance s'était-elle retrouvée dans son organisme? La seule personne qui pouvait répondre à cette question, c'était celle qui avait vu Patricia juste avant qu'elle ne sombre dans l'inconscience. Il s'agissait de Lorenzo Fial. Le détective Catherine Kriskovic de Long Beach essayait de tirer au clair les événements qui avaient mené au viol de Patricia White. Celle-ci avait été agressée sexuellement et l'on avait trouvé une importante quantité de GHB, une drogue illégale, dans son organisme. Son dernier souvenir était celui de son patron, Lorenzo Fial, lui offrant de l'eau très salée. Elle s'était réveillée quelques heures plus tard, nue dans le lit de cet homme. What happened yesterday? Lorenzo Fial avait déclaré avoir eu une relation sexuelle avec la jeune femme et que celle-ci était consentante, mais les blessures internes observées sur Patricia White racontaient une autre histoire. Les experts judiciaires comparèrent les échantillons de sperme prélevés sur Patricia White à l'ADN de Lorenzo Fial qu'il avait accepté de fournir plus tôt au cours de l'enquête. Le code génétique était le même. Kriskovic disposait de suffisamment d'indices pour passer à l'action. On arrêta Lorenzo Fial et on l'inculpa de 6 chefs d'accusation, notamment d'enlèvement, de viol et de sodomie avec utilisation d'une drogue. Kriskovic obtint alors un mandat de perquisition de la propriété de Fial. Si l'on prouvait qu'il était en possession de GHB, l'affaire serait résolue rapidement. J'ai préparé un mandat de perquisition pour que l'on puisse se rendre aussi bien à la maison du suspect qu'à son lieu de travail. On devait tenter de trouver des bouteilles d'eau ou quoi que ce soit d'autre qui démontrerait qu'il avait préparé la boisson à la maison ou au travail. C'est en fouillant la voiture de Fial que l'on trouva des bouteilles d'eau. On les envoya au labo pour analyse. On se mit à la recherche de GHB, mais les résultats des analyses ne furent pas concluants. Cela ne découragea pas le détective Kriskovic pour autant. On disposait déjà d'un échantillon d'urine contenant du GHB, de même que le rapport d'examen de l'infirmière Melinda Waddell et du témoignage de la victime. Le procureur du district disposait là, selon elle, d'un dossier solide. L'assistant du procureur de Long Beach, Christopher Frisco, était du même avis, mais selon lui, la partie était loin d'être gagnée. Quand on a affaire à un cas où la plaignante et l'accusé se connaissent, la question est toujours la même. Était-elle consentante ou non? Et dans ce cas-ci, c'était encore plus vrai du fait qu'on avait trouvé l'ADN de cet homme sur elle, sous la forme de liquide séminal. C'était vraiment sa parole à elle contre celle du suspect. Et comment pouvions-nous affirmer que cette relation avait eu lieu contre son gré? Frisco interrogea Patricia et il la prépara en vue du procès. Il savait que la défense tenterait de la discréditer, mais il était tellement persuadé que c'était une personne crédible qu'il l'encouragea à aller à la barre. Cela porta fruit. Le jury crut Patricia. Lors de son témoignage, Patricia a déclaré qu'elle conduisait le véhicule dans lequel se trouvait Lorenzo Fial.
Il lui a donné un liquide à boire. Elle l'a bu, mais comme il avait un goût d'eau de mer, elle l'a recraché. La défense n'est jamais parvenue à expliquer comment le GHB s'était retrouvé dans l'organisme de Patricia White. La défense n'a jamais expliqué non plus comment celle-ci pouvait décrire avec précision le sentiment d'être sous l'influence du GHB et le goût salé de la drogue. Grâce aux indices, les enquêteurs ont reconstitué les événements de cette nuit. Après la fête, Fial s'est rendu dans un débit d'alcool pour acheter de la vodka et une bouteille d'eau à Patricia. Il a toutefois ajouté du GHB dans la bouteille avant de l'offrir à la jeune femme. J'ai demandé l'eau et j'en ai pris une grosse gorgée parce que j'avais soif. Mais c'était si mauvais que j'ai presque tout recraché. No, it's salty. Don't pour it out. Just drink it. Here. No. Let me switch. I'm gonna dry. Puis mon souvenir suivant, c'est d'être au lit avec lui. Il retirait les couvertures et moi j'étais toute nue, incapable de bouger et ne voyant rien au-delà de 30 à 45 cm. Le 27 mars 2000, Lorenzo Fial a été jugé coupable de 4 chefs d'accusation portés contre lui, soit de viol et de sodomie à l'aide d'une drogue. Il a été condamné à 11 ans d'emprisonnement. Il n'a jamais reconnu avoir commis ce crime. Aucun regret ni remords, ni rien du tout. Il n'a rien reconnu. Il est même allé jusqu'à me dire que nous n'étions que 3 personnes à savoir réellement ce qui s'était produit. Lui, moi et Dieu. Et que Dieu me le ferait payer un jour. Patricia White travaille maintenant dans un centre de Long Beach qui vient en aide aux victimes de viol. Elle fait connaître les dangers du GHB aux services de police et aux écoles. La détermination des experts qui étaient résolus à découvrir la vérité a permis que justice soit rendue à Patricia White. Mais lorsque les autorités de l'Oregon seraient aux prises avec la mort mystérieuse d'un enfant, elles découvriraient que pour trouver des réponses, il faut savoir poser les bonnes questions. Coquille est située sur la côte de l'Oregon à côté d'une rivière qui porte le même nom. Elle est nichée à l'abri des montagnes de Three Sisters. C'est l'endroit dont tout le monde rêve pour élever un enfant. Le 1er septembre 1999, Stacy Brown célébrait l'anniversaire de Denise Carter, sa conjointe de fait, au cours du petit déjeuner. Vers 9h15, Denise remarqua que son fils Mikey, de 2 ans et demi, dormait toujours. Inquiète, elle demanda à Stacy d'aller voir ce qui se passait. Celui-ci trouva l'enfant inerte dans son lit. Il ne réussit pas à le réveiller. Stacy, qui avait le sentiment que la situation était grave, alerta Denise. Le garçon avait cessé de respirer. Quelques minutes plus tard, des ambulanciers et des policiers de Coquille arrivèrent en vitesse chez Denise. Celle-ci leur indiqua où se trouvait la chambre de l'enfant. Mais Mikey était déjà mort. Denise et Stacy étaient anéantis. Les circonstances de la mort de Mikey étaient suspectes. L'assistante du médecin légiste, Chris Karcher, fut dépêchée sur la scène où elle mena sa propre enquête. Denise et Stacy déclarèrent que Mikey se portait bien la veille au soir et ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué quoi que ce soit d'anormal. Denise s'était couchée tôt. Quant à Stacy, il était resté debout avec Mikey.
il déclara que lorsqu'il avait mis l'enfant au lit, celui-ci se portait bien. Karcher décida de se mettre à la recherche d'une explication en fouillant la maison. En entrant dans la chambre de l'enfant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les draps de son lit étaient à peine défaits. J'ai remarqué l'étrange façon dont il était couché. Plusieurs détectives au cours de l'avant-midi l'avaient regardé et trouvaient que cela avait l'air d'une mise en scène. C'était comme si quelqu'un l'avait mis là, dans cette position précise. Un autre détective sur les lieux trouvait que la couche de l'enfant était bizarre. Elle n'était pas froissée du tout. Et je me rappelle avoir pensé que ce n'était pas ainsi que dormait mon propre enfant quand il avait 2 ans et demi. Au contraire, tout le lit aurait été sans dessus-dessous. Karcher remarqua ensuite une petite quantité d'eau dans la baignoire. Des serviettes humides traînaient sur le carrelage. Les techniciens du laboratoire judiciaire de l'État de l'Oregon prélevèrent des échantillons de taches rouges sur le lit de l'enfant. Ils les analysèrent pour savoir s'il s'agissait de sang, mais les résultats furent négatifs. Après avoir minutieusement fouillé la maison, Karcher demanda à Stacy et Denise de répondre à quelques questions. Il tentait de la réconforter. Elle pleurait. Quand je leur ai demandé ce qui était arrivé à l'enfant selon eux, Stacy Brown m'a répondu qu'il s'était sans doute étouffé ou quelque chose du genre. Selon Stacy, l'enfant mettait tout ce qu'il trouvait dans sa bouche. Mais pour Chris Karcher, beaucoup de questions n'avaient pas encore trouvé réponse. Le fait que cet enfant de 2 ans et demi soit mort et qu'on ignorait quelle était la cause de ce décès me préoccupait au plus haut point. C'est dans ces moments-là que l'on commence à avoir des soupçons. C'était un enfant en santé, il ne s'était pas fait mal les jours précédents, il avait bien mangé la veille au soir, il était allé au lit comme d'habitude. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'il soit mort subitement. On transporta le corps de l'enfant à l'hôpital de Bay Area pour une autopsie. Chris Karcher était présente pendant l'examen. Lors de l'autopsie préliminaire, on ne trouva rien d'anormal. Mais en examinant les voies respiratoires de l'enfant, on découvrit que quelque chose lui obstruait la gorge. L'autopsie ne nous a révélé rien d'anormal jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose dans ses voies respiratoires. C'était le papier en cellophane de l'emballage d'un paquet de cigarettes qui était allé se loger tout au fond des voies respiratoires. L'enfant était mort par asphyxie. Il avait également de l'eau dans ses poumons, mais selon les experts, la présence de l'eau était imputable à l'asphyxie. Mais quelque chose agaçait encore Chris Karcher. Elle remarqua alors que le timbre imprimé de taxe d'assises n'était pas défait, qu'il était toujours là sur le papier de cellophane. La salive de l'enfant n'avait pas fait disparaître ce qui y était imprimé. Cet indice, ajouté aux autres, montrait bien qu'on n'avait pas encore trouvé toutes les réponses. Karcher était déterminé à découvrir ce qui avait causé la mort de l'enfant. À Coquille, en Oregon, Mikey, un garçon de 2 ans et demi apparemment en bonne santé, avait été trouvé mort dans son lit. L'assistante du médecin légiste Chris Karcher avait trouvé le papier cellophane d'un paquet de cigarettes dans sa gorge. On avait conclu à une mort par asphyxie, mais certains détails sur les lieux du décès et le papier cellophane lui-même soulevaient bien des questions. Karcher décida de faire une expérience toute simple. Elle mit l'emballage cellophane d'un paquet de cigarettes identique dans un verre d'eau. J'avais trouvé étrange de constater que le timbre était en si bon état. Je me demandais ce qu'il aurait l'air si un enfant le mâchait.
J'ai alors décidé de découvrir ce qu'il fallait faire pour que l'impression sur le timbre disparaisse. Quand Karcher examina le gobelet à nouveau, elle constata que le timbre était toujours intact. Cette découverte l'agaça pendant plusieurs jours. Je me suis alors dit que l'action de l'eau ne se comparait pas à celle de la salive, car celle-ci contient des enzymes. La meilleure façon de le savoir serait donc de me servir de salive. J'ai mis le papier dans ma bouche et je l'ai gardé tout au long de mon trajet en voiture, environ une demi-heure. De retour au bureau, elle examina le papier. En le sortant de ma bouche, j'ai vu que l'impression avait presque entièrement disparu. Cela laissait présumer que le papier cellophane ne s'était donc pas trouvé dans sa bouche très longtemps. Les quelques parties du papier cellophane que j'avais eu entre les dents étaient trouées, alors que celui qu'on avait trouvé dans la gorge de Mikey n'avait aucune perforation. Il était parfaitement intact, tout comme le timbre d'ailleurs. Karcher se rappela que Stacy Brown avait mentionné que l'enfant se mettait n'importe quoi dans la bouche et qu'il mâchouillait tout. Pourtant, il n'y avait aucune marque de dents sur le papier cellophane. Au Centre de protection de l'enfance de Coos County, Chris Karcher montra le dossier à l'équipe chargée de l'analyse des décès d'enfants. Au cours des jours suivants, l'équipe d'enquêteurs examina attentivement les faits. Les détectives Vaughn Edsel du service de police de North Bend et Pete Lichte du bureau du shérif de Coos County se joignirent à l'enquête. Le détective Edsel demanda à Stacy et à Denise de venir au poste pour noter par écrit ce qu'ils se souvenaient de la nuit de la mort de Mikey. Quand Stacy eut terminé sa déposition, il était impatient de partir et ne comprenait pas pourquoi Denise prenait tellement de temps. La première fois que j'ai rencontré Stacy Brown, j'ai eu l'impression qu'il était sur ses gardes et qu'il était très prudent. Plus je passais du temps avec lui, plus je le voyais devenir nerveux. Il était de plus en plus sur la défensive et sur ses gardes. Denise était plus coopérative et fit une déposition de 11 pages. Après qu'elle eut terminé, Stacy se mit en colère contre elle. Il était nerveux, presque paranoïaque à propos de ce qu'elle avait écrit dans sa déposition. Le détective Lichte se rappelle le comportement instable de Stacy. Monsieur Brown a terminé plutôt rapidement comparativement à Madame Carter. Mais cela lui a quand même pris pas mal de temps pour rédiger ces 2 pages écart, parce qu'il réfléchissait beaucoup en écrivant, alors que Madame Carter s'est laissée librement aller. C'était encourageant pour nous, parce qu'on espérait y trouver des détails révélateurs. Les détectives Lichte et Edsel examinèrent les dépositions écrites et y trouvèrent des contradictions. Ils vérifièrent les antécédents des 2 suspects. Le dossier de Stacy Brown indiquait qu'il avait un lourd passé de violence. Brown avait également au dossier des infractions reliées à l'alcool et à la drogue. Les enquêteurs ne voulaient pas abandonner cette piste et ils se rencontrèrent à plusieurs reprises pour discuter de l'affaire. Ils ne négligèrent rien, s'assurant qu'ils n'avaient rien laissé passer par inadvertance. Une des photos de la scène du crime dérangeait particulièrement Chris Karcher. C'était celle de la baignoire qui contenait un peu d'eau. Karcher n'était pas certaine de ce que cela pouvait signifier, mais cela ne correspondait pas aux déclarations de Denise et Stacy. Denise avait déclaré que personne dans la maison n'avait pris de bain ou de douche ce soir-là. Les enquêteurs étaient d'avis qu'on ne leur avait pas tout dit. Lichte et Edsel décidèrent donc de soumettre Stacy et Denise au détecteur de mensonges. Ces derniers acceptèrent. Mais le jour prévu, Denise se présenta seule au poste en disant que Stacy avait changé d'avis.
I don't know. Then last night he started screaming at me about coming in today. He didn't want me to come in. Pourtant, peu de temps après, celui-ci se présenta à l'accueil. I need to talk to my wife. Il s'était ravisé et désirait maintenant être soumis au détecteur de mensonges. Detective Lichty? Excuse me. Yes. Mr. Brown is here. Denise passa le test la première. Will you honestly answer the questions about Mikey's death? We're all done. Les résultats ont démontré que Mme Carter n'avait pas menti. Ça n'a pas été le cas pour Stacy Brown. Did you put that cigarette cellophane wrapper into Mikey's throat? No. Non seulement Stacy était-il nerveux, mais ses réactions involontaires mesurées par l'appareil démontraient qu'il ne disait pas la vérité. Le détective Lichte annonça alors à Denise que Stacy n'avait pas obtenu de résultats positifs lors de l'examen. Denise accusa le coup. Elle semblait en colère. We have some concerns about your safety as far as you going home with him this evening. En raison du comportement violent de Stacy, le détective suggéra à Denise de se rendre à un refuge pour femmes. We were concerned that something would happen. On craignait qu'il n'arrive quelque chose à Mme Carter ce soir-là. Mrs. Carter to stay at the Coos Bay. On l'a donc encouragée à rester au poste de police de Coos Bay jusqu'à ce qu'on ait fait les arrangements nécessaires avec le centre pour femmes pour qu'elle soit placée dans un refuge et qu'elle puisse y rester jusqu'à ce qu'elle se sente assez en sécurité pour retourner chez elle. Elle a refusé. Peu de temps après le départ de Denise, le détective Lichte reçut un appel inquiétant. Is Mrs. Carter okay? La tension de l'enquête avait poussé Stacy Brown à bout. Il avait menacé et attaqué Denise. Il fut arrêté pour violence conjugale. Mais ayant déjà été inculpé pour ce genre de délit, il n'était que trop habitué aux procédures. Le lendemain de l'arrestation de Stacy Brown, les détectives Lichte et Edsel rendirent visite à Denise à la bibliothèque où elle travaillait. Mrs. Carter, excuse me. Elle était visiblement ébranlée. Mais maintenant que Stacy était en détention, elle voulait confier quelque chose aux policiers. Can we sit? Sure. Did you have an affair with your... Elle déclara que quelques mois plus tôt, son ex-mari était venu passer la nuit chez elle. C'était le jour de l'anniversaire de Stacy. Celui-ci avait fini par découvrir ce qui s'était passé. De fait, il avait trouvé les effets personnels de l'ex-mari de Denise dans la maison. Quand Stacy lui avait demandé d'expliquer la présence de ces effets, Denise avait répondu qu'il était passé par la maison, puis elle avait tout avoué. Stacy était devenu très violent quand il s'était rendu compte que son ex-mari et elle avaient été ensemble le jour de son anniversaire. Or, on avait trouvé Mikey Carter mort le jour de l'anniversaire de Denise. Les détectives disposaient maintenant du mobile de ce crime. Stacy semblait avoir voulu se venger des infidélités de sa conjointe le jour de son anniversaire. Les détectives mirent Stacy au courant de ces déclarations. Puis, à brûle-pourpoint, suivant leur intuition, ils lui demandèrent pourquoi il y avait de l'eau dans la baignoire. Brown a alors modifié sa première déposition du tout au tout. Il a déclaré que si on avait trouvé de l'eau dans les poumons de Mikey, il pourrait le justifier. Or, à ce stade-là de l'enquête, on n'avait jamais eu la moindre indication que Mikey s'était trouvé en contact avec de l'eau avant sa mort. Stacy avoua finalement avoir tué le petit Mikey Carter, âgé d'à peine 2 ans et demi. Il déclara qu'il lui avait donné un bain. Toujours furieux de l'infidélité de Denise, il avait tenté de noyer l'enfant. Mais il n'y était pas parvenu. Il avait alors couché Mikey dans son lit et avait introduit le papier cellophane dans sa gorge, bloquant ainsi ses voies respiratoires. Brown a reconnu avoir développé un paquet de cigarettes et mis le papier cellophane dans la gorge de Mikey pour faire croire que l'enfant était mort en s'étouffant accidentellement. Tout au fond de moi, je savais qu'il l'avait tué. J'en étais sûre.
Je suis vraiment satisfaite qu'on ait poussé l'enquête et qu'on l'ait résolue. Les détectives Edsel et Lichte ont fait un boulot remarquable. Stacy Brown a été jugée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à une peine d'emprisonnement minimale de 25 ans. Aussi longtemps que les meurtriers tenteront de cacher leurs crimes, les enquêteurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour faire la lumière sur leurs actes. Même si les criminels croient avoir effacé toutes les pistes, les experts en criminalistique développent sans cesse de nouvelles techniques judiciaires. Grâce à celles-ci, de même qu'à leur intuition, ils forcent les coupables à répondre de leurs actes.